Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast qui donne envie de ken. Chaque épisode est l'occasion de déconstruire l'intimité sans aucun tabou. On parle de nos positions préférées, des pratiques qu'on a essayées, des fantasmes qui dérangent et d'orgasmes qui éclaboussent. Bref, on parle de tout quoi. Aujourd'hui, c'est un sujet compliqué qu'on prend à bras-le-corps, le sexe après la rupture. Oui. Alors, que ce soit faire l'amour avec son ex ou la première fois qu'on fait l'amour après avoir rompu avec une autre personne que son ex, ou encore le sexe pansement, quand on a eu un chacun d'amour ou tout simplement arrêté une relation, le sexe prend une autre saveur. Plein de choses à dire, allez go. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédac-chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez recevoir un audio entier gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et on vous laisse avec un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. On écoute. J'ai pas arrêté d'y penser. Depuis notre conversation, tu as ouvert cette curiosité en moi, celle de côtoyer un autre corps que celui d'une femme. Ce soir, je te regarde comme je t'ai jamais regardé. Bon, salut Camille, comment ça va ? Ça va super bien, et toi ? Ouais, ce sujet, ça t'inspire, les ruptures ? Tristement, mais ouais, inspirant. Je pense qu'on est toutes passées par là et qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc, ouais. plus prête que jamais. C'est marrant parce que du coup, en préparant cet épisode, j'ai demandé à mes copines, tout simplement, si elles se souvenaient la première fois qu'elles avaient fait l'amour après avoir rompu, que ce soit elles qui aient rompu ou non. Et c'est marrant, mais toutes se souvenaient qui, quoi, où, comment, genre tous les détails. Elles se souvenaient exactement de la première fois qu'elles avaient fait l'amour après une rupture. Donc c'était vraiment, moi, ça m'a ouvert les yeux sur à quel point c'est important, en fait, cette première étape. Et est-ce que tu as pu faire une sorte de petit time ? C'était au bout de combien de temps en général ? Moi, j'ai eu très peu de relations. Donc voilà, je suis hyper curieuse en fait de toutes ces... C'est vraiment marrant parce que ça va dans les deux extrêmes en fait. T'as soit les meufs qui se souviennent exactement, qui ont voulu faire ça genre le plus vite possible, quelques jours après la rupture, tu vois. Donc vraiment peut-être dans une approche un peu plus consumériste du sexe pour essayer vite de passer à autre chose, de se vider la tête, etc. Et puis j'avais aussi le cas de meufs qui, des années après, vraiment ont pas fait de sexe pendant plusieurs années, voire 2 ans, avant de se sentir du coup prête à avoir cette sorte de connexion, on va dire, sexuelle. Mais dans les deux cas, que ce soit tout de suite après ou longtemps après, il y a vraiment ce côté de c'est un big deal en fait, de refaire du sexe. Oui, moi j'avais entendu qu'il y avait une sorte de timing qui disait que pour te remettre d'une relation avec laquelle t'étais, c'était la moitié du temps, est-ce que c'est, avec laquelle t'étais avec la personne. Par exemple, si t'étais resté 4 ans, en gros, t'allais réussir à penser ta plaie, c'est vrai, au bout de 2 ans, mais en même temps, c'est pas vrai du tout parce que j'ai des gens qui se sont remis en couple direct, t'as des gens qui quittent pour une autre. Ouais, et après un mariage de 15 ans, t'imagines, c'est pas possible. Après, 10 ans de célibat, voilà, c'est parti. Ça dépend ce que ça veut dire aussi, se remettre. Mais justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que j'ai quelques petites infos intox pour toi. Donc, je vais te partager certaines affirmations. À toi de me dire si tu penses qu'elles sont vraies, donc info, ou si elles sont fausses, donc intox. Ok. Oui. Partante. Alors, je recommence par une facile. C'est le taux de divorce en France. Le taux de divorce en France serait plus de 50%. Vrai ou faux ? Info, intox. J'ai envie de te dire info à balle. Ouais. Sachant que je sais que tu as déjà un couple, je crois, sur 5 qui se sépare dans la première année où il vient d'avoir un bébé. Donc déjà, normalement, le truc qui doit t'amener le plus de réjouissance, c'est-à-dire avoir un gosse, tu te sépares. Donc ça veut vraiment dire que tu es en PLS de la personne. Donc je dis info à balle. Carrément. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est un rapport de l'INSEE d'ailleurs qui a été repris par le ministère de la Santé. Ça date de 2016, mais en fait, les données sont hyper stables. Ouais. Donc, tu as vraiment un couple sur 2 qui va divorcer. Et moi, je me dis, on en fait tout un business, tu vois, tout un truc, on va dire, quand les meufs se marient, vous avez 50% de chance de divorcer. Mais moi, je trouve que c'est plutôt prendre le sujet à l'envers. Vous avez 50% de chance de rester ensemble. C'est horrible. En fait, si tu pars avec des stats comme ça, tu dis ciao, je finis avec mes chats à la Bridget Jones. Mais non, moi je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est hyper positif comme stat en fait, parce que rester avec la même personne, alors qu'il y a des millions de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vois, et que tu restes avec la même personne tout le reste de ta vie après t'être mariée, je trouve ça dingue. Et est-ce qu'on sait un peu les causes de rupture ? Ce serait quoi tes hypothèses ? Pour tout te dire,
Je suis allée regarder. D'accord, ok. Je t'en pose des questions. J'ai vu que les causes de rupture, t'avais 68%, c'était à cause des disputes, donc un peu du quotidien. D'accord, ok. T'en as 56%, c'est à cause de l'ennui. En gros, j'en peux plus de toi, on s'ennuie. Attends, 56%, c'est l'ennui? Ouais, c'est la deuxième plus grosse cause. 37%, c'est l'absence de partenaire. Enfin, en gros, la personne n'est pas là et en fait, tu fais ta vie sans, donc t'es peut-être mieux sans que sans qu'elle soit là. Et à 36%, c'est l'absence de désir sexuel. Donc, c'est la quatrième cause. Ou quand le cul va pas trop bien, ça veut dire que ça ne matche pas. Ouais. Voilà. Ouais. Non, franchement, c'est passionnant. Mais je trouve que je pensais que le cul, ça allait être plus haut, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement j'ai beaucoup ça aussi autour de moi. Et même moi aussi, je pense que j'ai l'impression que la sexualité, ça reflète, dans mon couple, ça reflète, en fait, juste la santé, en fait, de mon couple. Ce qui, finalement, peut être vachement réducteur, encore une fois. Parce que lorsque tu te concentres plus sur l'intimité que la sexualité, potentiellement, ton couple peut aller très bien, même si on fait pas beaucoup de sexe. Mais ok, intéressant. Merci d'avoir fait tes devoirs, Camille, d'avoir amené des petites infos. Ok, donc taux de divorce, on a dit info. Ensuite, plus de la moitié des gens pensent que faire un break dans une relation peut permettre de renforcer la relation et donc de faire perdurer le couple. Donc plus de 50% des gens pensent que c'est bien de faire un break. Je sais pas. En fait, j'aimerais me dire que oui, parce que potentiellement, moi, je pense qu'un break, c'est hyper salvateur et qu'il y a des moments, j'en peux plus de toi. Enfin, déjà, t'es obligé de tout partager et tout, besoin d'air, tu vois, c'est important. Mais je pense que on n'est pas assez ouvert d'esprit et que les gens ont peur. En fait, t'as peur que quand tu laisses un tout petit peu, parfois, une petite brèche, que la personne parte parce que t'as toujours les peurs d'angoisse, d'ego. Je dirais intox. Alors, oui, c'est une intox. Mais c'est pas tant que ça, en fait. 59% des personnes pensent justement le contraire, en fait. Que faire un break, en général, ça se finit toujours mal et que tu finis toujours par rompre. Que c'est juste, en fait, retarder l'échéance. Même si, honnêtement, je pense aussi que finalement, ça peut permettre de remettre les choses à plat, de pouvoir revoir ses priorités, de vraiment comprendre ce que l'autre personne représente pour toi lorsque cette personne n'est plus dans ton quotidien. Je pense pas que ça soit aussi qu'on puisse être aussi drastique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu le truc de lâcheté où t'oses pas dire à la personne c'est fini et donc du coup t'as le classique. Mais ça, j'ai l'impression que c'était un truc de teenage, tu sais, où disait on fait un break et donc du coup en fait c'était une manière pour le ou la personne de dire en gros c'est fini mais j'ose pas te le dire parce que je suis un lâche ou une lâche, tu vois. Et donc du coup je te disais un break mais qu'en gros ça voulait dire un peu je suis déjà passée à autre chose, j'ai déjà quelqu'un en tête, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est intéressant, ça fait penser à autre chose qui est je vais le dire en anglais, je vais avoir l'air un peu stupide, c'est le conscious uncoupling. J'ai que vu ça. Je sais pas, c'est quoi? Ouais, c'est en fait de se séparer de façon consciente, on va dire. Ouais. C'est de faire le choix activement, de passer à travers différentes étapes, souvent avec l'aide d'une thérapeute de couple, pour pouvoir du coup se séparer de façon en essayant de prendre le plus possible soin de l'un de l'autre et de pouvoir ensuite se remettre le plus vite possible et de pouvoir ensuite donc en gros tu sais que tu vas te séparer et tu demandes à quelqu'un de t'accompagner. Exactement. Dans le processus. Ouais, faut avoir une maturité, franchement. C'est clair. Moi j'aimerais me dire que je suis capable, mais en général la fin c'est compliqué, mais tant mieux. Et tu vois Emily Ratajkowski, elle porte une divorce. Bague de divorce, ouais. Non, j'ai trouvé ça classe parce que je trouve que c'est un bon moyen de dire qu'en vrai. Et t'as beaucoup, c'est très à la mode, les genre fêtes de divorce. Donc du coup. Bah ouais, mais c'est cool, tu vois, ça permet de vachement se décomplexer aussi sur la rupture, tu vois. Je trouve que c'est bien de comprendre que c'est tout à fait normal d'avoir le cœur brisé, d'avoir un énorme chagrin d'amour, mais c'est aussi possible de faire ça bien. C'est pas aussi d'être toujours dans le drama, tu vois. Tu peux faire en sorte de prendre ça de façon un peu rationnelle. Après, ça marche vraiment dans la situation où les deux partent pour des raisons hyper valables et tout. En général, les ruptures, malheureusement, c'est pas forcément toujours tout glam à la fin. Non, c'est hashtag clair. Tromperie, hashtag tout ça, quoi. On le dit, c'est boomer un peu, hein. Ouais. Ok, troisième point. Le nombre moyen de rupture dans une vie est de 5. Info intox. Putain, les gens, ils ont beaucoup de relations, hein. C'est moi qui en ai pas eu assez. Je suis complexe. Je dirais, moi je trouve ça beaucoup 5. Moi on m'avait dit qu'il y avait 3 relations. Il y avait le premier amour, la relation passionnelle un peu Destroy Kate Moss, tu vois, un peu, et Pete Doherty, un peu genre prendre de l'héroïne rock and roll. Non, peut-être pas juste.
un peu sous-dosé, mais dans ce sens-là. Et qu'après, c'était le troisième, c'était un peu la relation, la raison. La relation raison. Oh, et c'est tout. la dépression. Mais ça, je sais par pas, contre, moi, hein. c'est le truc qu'on m'avait dit. J'étais là, putain, en toute logique, voilà, je te fais une petite dédicace, mais ça serait la relation raison dans laquelle je suis. Mais plausiblement, on peut vivre jusqu'à 100 ans, c'est parce que oui, il se passe beaucoup de choses. On en avait parlé dans la saison précédente, beaucoup de choses dans les maisons de retraite. Donc peut-être qu'on peut même compter des relations quand t'es Géro. Au-delà de senior. Senior. Et je dirais info alors. Info, donc 5. Oui. 5. Allez, let's go, je dis. Je dame. T'étais bien avec 3, effectivement. Ah, c'est pas 3, vrai. c'est la moyenne de Putain, rupture majeure. Après, je pense que ça dépend effectivement des pays et des communautés, des ethnicités, etc. Parce que je pense que tu peux pas comparer des pays qui sont potentiellement très religieux où tu peux pas divorcer ou avoir une rupture facilement, etc. En tout cas, dans les pays du type France ou États-Unis, c'est 3. Et on passerait d'ailleurs un an. Oh, attends, mais c'est pas possible. On passerait 1 an et demi à s'en remettre. Donc, attends, un an c'est et pas demi des à relations de chaque 3 fois ans, ça marche pas. Mais on passerait 1 an et demi de notre vie à se remettre de rupture. Ok. Donc, il y aurait trois relations. 3 relations majeures, ouais. Wow. C'est ça. Et Putain, j'ai plus le droit à l'erreur, là. Ah ouais, c'est ta 3e relation, ça y est. Ouais. Mais Et c'est toi cool de pas être dans la moyenne. Ça dépend ce que tu veux dire par relation. Je dirais relation. On dit souvent relation sérieuse. Moi, je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est une relation plus où il y a une sorte d'investissement émotionnel, d'énergie, de temps, de vraiment d'avoir envie de construire quelque chose avec cette personne, que ce soit monogame ou non, que ce soit que tu présentes cette personne ou non à tes parents. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui utilisent est-ce que tu vas présenter cette personne à tes parents comme une sorte de moyenne pour pouvoir définir si c'est sérieux ou pas. Je trouve ça assez intense. Hein. Bah surtout que moi, je souhaite pas du tout aux parents de me rencontrer. Là, je sais que je vais rencontrer les parents actuels et je sais qu'ils vont être choqués. Mais parce que je me considère comme l'antithèse parfaite de ce que t'as pas envie d'avoir comme belle-fille. Enfin, tu vois, genre, en plus, des parents un peu classiques. Mais c'est vrai qu'il y a eu souvent ce truc des parents où t'as l'impression, toi, ils ont jamais rencontré personne. Oui, mais moi, ce qui est cool, c'est que mon partenaire parle pas français. Du coup, je peux filtrer très bien. Là, il vous dit, je vous adore, vous êtes géniaux, alors qu'il est en mode. Les deux ne parlent pas, du coup, je dois traduire. Fuyons. Ouais, non, c'est les kiffs. Et du coup, donc je dirais que c'est pas les parents, je dirais que c'est, en tout cas pour moi, c'est l'investissement émotionnel, on va dire. Et du coup, je pense que j'en ai eu plus, parce que j'ai un cœur d'artichaut et que j'étais in love, moult fois. Donc voilà, je pense que je suis bien à 6. Et t'as mis 1 an et demi environ à chaque fois à t'en remettre. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai souvent, j'ai pas eu de gros chagrins d'amour. Ouais. J'en ai eu juste un très, 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 très difficile, mais que c'était, vu qu'on se séparait en permanence pendant la relation, c'est que j'ai commencé à faire mon deuil de la relation alors qu'on était encore ensemble. Et donc, j'étais hyper malheureuse parce que je savais qu'on était en train de se séparer tout le temps. Et donc, lorsque ça s'est officiellement fini, c'était plus du soulagement qu'autre chose, tu vois. Ok. Donc, mais du coup, j'ai bien passé 1 an, en fait, à être dans le malus. Vraiment, vraiment dans le malus. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans cette même enquête, c'est qu'il nous parle, du coup, il nous donne les meilleures méthodes pour se remettre d'une rupture, ce qu'on fait, en gros, toutes et tous, lorsqu'on a un gros chagrin d'amour. Donc, partir. Voilà, donc il y a passé, ce que je trouve intéressant, c'est passer du temps seul, ce qui est forcément assez important, mais difficile. Ah ouais, non, mais en général, c'est l'inverse. Ouais, t'as envie de te socialiser, passer dans la vie des amis, passer du temps en famille aussi, moi je trouve ça complexe. C'est-à-dire, t'as pas forcément envie qu'on te renvoie. Ça dépend encore une fois de tes relations familiales, je dirais. Alors, regarder des films et la télévision, bon, d'accord. Se faire plaisir avec la nourriture, ça c'était un truc qui revenait tout le temps. Donc quand t'as un gros chagrin d'amour, la comfort food, c'est un truc... fait du bien, et puis c'est du réconfort. Exactement. Donc voilà, on dit se débarrasser des affaires de son ex, se promener, sortir avec d'autres personnes. Donc ça, on en reparlera, mais l'histoire de la rebound, ou relation pansement. Et oui, je suis très bilingue aujourd'hui. Mais donc voilà, donc éviter les réseaux sociaux, utiliser les apps de rencontre. Apparemment, c'est tout cette petite recette pour se permettre, de se remettre en selle. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, et après j'arrête avec cette enquête, mais il y a trop de trucs trop cool là-dedans, c'est du coup qui parlait aussi de la chronologie, en fait. De combien de temps, en fait, de qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre pour se remettre d'une rupture. Il y avait, au bout de 5 semaines, c'est donc à peu près un peu plus d'un mois, on arrête de regarder les réseaux sociaux de son ex. Donc, ça veut dire que pendant... faut le faire dès le début. Hein. Faut le faire dès le début. Ça, vraiment, c'est awkward. C'est le pire. Étrange. Apparemment, les gens arrêtent de pleurer après 1 mois et demi. Ça veut dire quand même dire 1 mois et demi de grosses larmes. On supprime le numéro de son ex aussi à peu près à ce moment-là. Ensuite, la 3e étape, c'est de se débarrasser de toutes ses affaires.
à peu près 7 semaines. Donc là, on est plus vers les 2 mois. C'est une étude statistique. C'est du... ouais, mais je trouve ça... tes points 3, tu arrêtes de renifler son t-shirt sale. Mais je trouve ça cool parce que je trouve que ça donne un peu d'espoir de se rendre compte que finalement, on est un peu... C'est un truc qui fait partie de notre expérience en tant que quête sociable, tu vois. Qu'on va tout avoir le cœur brisé à un moment donné, qu'on va tout passer par ces étapes un peu basiques, voire clichés, que oui, manger son truc de glace devant une série... Tu regardes quoi comme série, enfin, comme film pour te remettre d'une rupture, toi? Ah bah, pas du tout les comédies romantiques, ça me met le blues total. Alors à un moment, j'adorais les thrillers, c'était ma grande passion. Maintenant, j'ai hyper peur, donc je peux pas. Et en plus, je crie très fort, donc généralement, j'aime bien faire peur à l'autre, donc ça marche pas. Qu'est-ce que je regarderais je vais le redire, des télé-réalités un peu bêtes dans lesquelles je me noie mais qui me font marrer, où je me dis, t'es pas la seule à être dans cette situation, il y a encore pire que toi parce qu'elle s'est fait tromper 7 fois et lui 17 fois, et t'es là en mode dans le même combat tous. Et voilà, tu regardes quoi toi? Je pense que c'est vraiment les séries où je sais à quoi m'attendre, il n'y a pas de surprise, tu vois. Donc ça va être cette série, et moi, ne va pas me décevoir. Ça va être genre... Ils sont là pour moi. Les trucs, les épisodes où tu sais exactement ce qui va se passer, du genre Dr House. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Qui regarde Dr House? C'est la honte, hein. Franchement, Dr. 2004, le truc, je pense. 2009, je dois dire. Bref, donc voilà. Et en général, voilà, on est prêt à commencer à faire l'amour avec quelqu'un d'autre au bout de 13 semaines, ce qui fait à peu près un peu plus de 3 mois, quoi. Donc 3 mois après une rupture. Donc voilà. 3 mois, ok. Voilà, 3 mois après une rupture. Alors du coup, ce que j'aimerais bien entendre, c'est potentiellement tes tops ou tes flops de sexe après une rupture. Est-ce que tu as des choses à nous partager, Camille? Étant donné que j'ai eu beaucoup de relations, mais émotionnelles, j'en ai eu que 2. Et la précédente, en fait, en top, c'était ni un top ni un flop, mais c'était avec lui, quoi. Chaque fois, on se séparait. Puis en fait, on avait ce lien. Enfin, c'est vrai que souvent, tu te sépares de la personne de manière physique. Et en fait, le sexe reste un lien très pernicieux, quoi. Parce que, putain, je place des mots comme pernicieux, je suis trop fière. Pernicieux parce que du coup, tu continues à te voir et ça te redonne un peu cette envie de te dire que t'y crois. Et parfois... parce que toi, c'était de pouvoir garder le lien avec ton ex via le sexe, en fait. Non, mais même tu te revois et puis en fait, de manière naturelle, tu te connais. Parce c'est très familiarité, difficile confort, et puis en fait, c'est quelque etc. chose dans lequel tu connais l'autre et il te connaît, donc c'est très facile. Et je trouve que de revoir la personne après une rupture, en général, t'es quand même super tenté de te dire que c'est la dernière des dernières qui te vient, parce qu'en fait, t'as beaucoup d'habits apparemment à te rendre. Et en fait, non, c'était un peu des flops, parce que au bout du moment, les meubles, garde-robe, enfin, tu vois. Et donc, du coup, un peu flop, parce qu'en fait, tu maintiens un lien et ça a duré pendant 1 an. Donc, du coup, t'arrives pas à te détacher. Donc, pour moi, en tout cas, c'était un an. Wow. Ah ouais, puis en plus, on s'est séparés, on se séparait. Donc, c'était flop, parce que j'arrivais pas trop à passer à autre chose. Et après, ce qui était sexe pur, c'était vraiment un peu la classique en sortie, en grosse consommation, parce que moi, dans ce genre de moment, je pense que j'ai pas 3 mois d'abstinence, hein. Enfin, j'y vais franco, en mode j'ai besoin de sentir mon ego boost et de reséduire, donc c'est j'allais dire dans l'heure, genre, non, pas du tout. C'est parti. Non, mais au moins dans le week-end où tu essaies de te changer les idées, c'est clair. Et voilà. Et toi, est-ce que tu as un top ou flop? Flop. Ouais, carrément. Je pense que ça résonne vachement ce que tu dis avec la rupture qui est pas nette, l'espèce de moment de flottement, tu vois. Ensuite, je pense ça m'est arrivé de réussir à vraiment couper net et à ne plus du tout fréquenter la personne. Mais ça, c'était vraiment qu'il y avait tellement plus d'attraction, de désir ou quoi que ce soit, que en fait, déjà dans la relation, j'avais pas envie de ken, donc ken après avec cette personne, au contraire, tu vois. Mais en flop, ça m'est arrivé du coup effectivement de recoucher du coup avec un ex qui était plutôt naze, hein. Désolée, je te le dis, t'étais carrément naze. Et du coup, voilà. Et du coup, après coup, de vraiment me rendre compte qu'il y avait plus toutes les choses que j'avais pas remarquées pendant notre sexualité, j'ai remarqué maintenant, et ça me trigger. Rien que l'odeur corporelle, je ne pouvais plus, quoi. En fait, c'était un truc qui, au début, déjà, ça me gênait un peu, je pense, pendant la relation. Mais après coup, une fois que j'avais décidé que non, je n'allais plus supporter ça, refaire du sexe, c'était vraiment hyper... Et rien que le visage, l'expression, je sais qu'il faut pas juger l'expression quand on fait du sexe ou quand on jouit. C'était quoi, si tu dois nous la mimer? C'est comme ça. Donc, si on ne le voit pas, c'est un visage mi-fermé,
C'est un peu. Est-ce que tu crois que c'était réciproque? Enfin, dans ce genre de moment, c'est réciproque. Je le comprendrais de ouf, tu vois. Enfin, c'est pour ça, encore une fois, c'est tout à fait possible que moi aussi, du coup, je générais plein de choses désagréables, en fait, tu vois. Et vraiment, je comprendrais, et il y a zéro problème, c'est tout à fait normal. Et pourquoi vous en êtes venus à refaire l'amour ensemble alors que tu sentais que. Qu'est-ce qui t'a. Je pense que j'avais besoin de vraiment clore la relation, tu vois. Et je trouve qu'il y avait encore des choses qu'on n'avait pas vécues, mais seulement ça, j'allais pas le vivre à travers une sexualité pourrie de deux personnes qui s'en veulent. Enfin, c'était clairement pas la solution, tu vois. Mais donc ça, c'était un gros flop. C'est vraiment, en plus, le sexe, c'est super nul. Et vraiment, en plus, je me rappelle sortir de mon corps et observer cette scène et de me dire, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Pourquoi t'es là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là, tu vois? C'est qui? Ouais. C'est qui ce mec? Donc, vraiment naze. Après, effectivement, pour finir avec ça, je comprends tout à fait qu'il y a un truc très spécial qui se passe quand tu penses que c'est la dernière fois. Et que du coup, tu penses que tu peux tout te permettre. Tu donnes tout aussi, hein, parce que tu veux laisser un souvenir un peu implacable, quoi. Par contre, un truc que j'ai vécu de l'autre côté, maintenant je m'en souviens avec un autre ex, mais c'est il y a très longtemps, où je sentais qu'il prenait un peu sa revanche. Parce que du coup, c'était moi qui avait arrêté la relation. Et tu le sens, je sentais dans la... Bon, ça n'a pas tourné vers un truc un peu revenge sex, sex-revanche, qui là, on aurait basculé dans un truc potentiellement de violence, limite. Hein. Mais là, je sentais qu'il y avait un truc un peu de genre... Ouais, je t'en veux et c'est un peu... D'essayer d'à travers la pratique sexuelle, dans une posture de domination, pour me remettre à ma place. Je pense et ça, je l'avais senti un peu, donc j'avais arrêté, tu vois. Ouais. Mais ça, du coup, je pense que c'est assez dangereux. Faut être assez alerte de ce genre de choses. Mais le top... Ah, on veut un top. Ah, bah voilà, un top quand même. Le top, ça a été qu'effectivement, après une rupture où je me suis dit plus jamais de pénis, tout simplement. Et du coup, je me suis sentie plus légitime d'expérimenter autre chose. Parce que du coup, lui, c'était celui qui t'avait dégoûté. Ah, mais lui, ça a l'air, excuse-moi, ah ouais, mais quand tu nous le décris, tout un épisode, hein, franchement, c'était l'enfer. Quoi. Ah ouais, El Porco. Ok. Et ensuite... ah non, il mérite rien. Tu vois ça, il se la voit pas. Mais par contre, je veux quand même préciser, j'ai des ex absolument fabuleux avec qui je m'entends très très bien et fabuleuses et wonderful. Hein. Donc je suis pas du tout la meuf. Tous mes ex sont fous, c'est tous des porcasses. Non. Juste lui. C'était vraiment juste lui, c'était une grosse erreur de parcours. Mais qu'est-ce que je disais? Ton top. Mon top, oui. Donc la première fois du coup que j'ai fait l'amour après cette rupture, c'était quand même quelques semaines, voire je pense 6 semaines après, donc quand même après. Et c'était le plus beau coup de ma vie, je pense. Est-ce que tu penses que c'était le plus beau coup de ta vie en comparatif, du coup? Oh putain, dis pas ça, c'est dépression. Non, je pense que c'était parce qu'il y avait tellement un sentiment de j'ai tout à réapprendre. Tu vois, j'ai tout à revivre. Et puis vraiment, quand on a tellement brisé ton estime perso que en fait, quand ça se passe bien et que tu te sens enfin en confiance et en pouvoir, il y a un truc tellement magique qui se passe parce que la décharge de dopamine dans mon cerveau, c'était juste pas possible, quoi. Et donc là, ouais, c'était trop magique. Et je pense que c'était vraiment dans ce contexte de vulnérabilité t'es tellement à vif, tu vois, après la rupture, que je pense que les gens avec qui tu connectes, c'est vraiment un truc assez spécial. Et puis, il y a toute la notion de désirabilité. Ouais. Où je pense que dans la fin d'une rupture, quand tu sens que t'es moins... Et je sais que c'est pas... On doit se sentir désirable pour soi, enfin, c'est super beau à dire, mais quand même l'être dans le regard de la personne qui t'aime, au final, c'est quand même vachement important. Et quand tu sens que ça me nuit, que ça disparaît, et que du coup, le bail s'efface, c'est que du coup, il y a un moment où ta confiance, parfois, elle en prend un peu un coup. Et c'est bête, mais quand tu te remets... en selle, que tu reconnectes, que tu ressens, ok, je suis présente, je suis là et tout, et que tu te ressens sexuellement genre active et puissante, c'est fort, quoi. Parfois, ça a fait malheureusement plusieurs mois, parce que il y a des moments où ça se dilate je sais pas aussi, hein, comme le périnée, pendant longtemps. Et donc, du coup, quand tu retrouves ta puissance vitale, tu te dis, putain, c'est clair. I'm back. Ouais, c'est ça. Et tu te vois sous un autre regard, parce que lorsque le miroir que ton ex, en l'occurrence, encore une fois, si la relation se passait mal, te présentait, c'était peut-être quelqu'un que tu trouvais pas forcément sexy ou que... Voilà, et lorsque tu te vois dans le regard de quelqu'un d'autre, comme quelqu'un de... même pas seulement désirable, je dirais, c'est vraiment une sorte de question d'identité à ce moment-là. C'est vraiment... C'est un gros top. Est-ce que tu l'as revu? Est-ce que ça a mené un PQR, plan cul régulier? Est-ce qu'on dit ça encore? Je sais pas si on dit ça. Écoute, j'ai eu très peu de plans cul réguliers dans ma vie. Et donc là, en l'occurrence, non. Donc j'ai préféré garder ça. C'était un one-shot? Ouais, c'était un one-shot. Gold Star. Super. Gold Star. Dans ton top Dans mon top 10 de toutes les expériences. Et je me sens un peu mal, j'ai quand même dit c'est le meilleur coup de ma vie, alors que j'ai quand même un chéri, mais c'est pas grave. C'était très contextuel. À égalité.
Ouais, bien sûr. Alors, parlons des choses sérieuses, on va dire les termes, comment vivre sa sexualité après une rupture. Oui. Alors moi, il y a quelques petits éléments importants que j'aimerais vous faire passer. La première chose, c'est, je pense qu'on devrait essayer au maximum de ne pas coucher avec ses ex. En général, surtout après une rupture, vraiment, n'essaye pas de coucher avec tes ex, c'est vraiment très rarement une bonne idée. C'est vrai. Ça va pas te permettre de récupérer ton mec ou ta meuf comme ça. Ouais. Qu'en général, c'est pas la manière, c'est pas comme ça. Si la chose ne marchait pas, c'est pas en faisant du sexe après coup que ça va marcher. En observant mes potes aussi, je trouve que ça allonge le temps de guérison parce que mine de rien, tu mets pas, c'est pas que tu mets sur pause en fait, c'est que tu rajoutes encore au-dessus une couche de complexité. Et en plus, encore une fois, typiquement mon expérience de sorte presque revenge sex, c'est que ça va encore plus rajouter des émotions et voilà, des sentiments dans une relation qui aurait dû se terminer. Voilà, donc ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, la redescente, elle est terrible. T'as eu cette sensation, toi, après avoir couché avec ton ex, où t'es censé, genre, t'oses même pas le dire à tes potes, parce que toutes tes potes, en plus, elles sont là, genre, arrête, t'es en train de te faire du mal. Et genre, le moment où tu rentres chez toi, le walk of shame, c'est le pire de tous les temps, quoi. Donc, à éviter, au total. Et encore une fois, il faut bien comprendre que, ouais, effectivement, c'est très, très hot, mais c'est un truc qu'il faut éviter au maximum. Voilà. Oui. J'essaie de faire passer le message. Ça va être une expression très violente, mais ça sert à rien de ravaler son vomi. J'ai osé. Bah, c'est rien un peu ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, quand si t'as dit que c'était neuf, ciao, quoi. Ouais. Il y a plein de belles choses qui sont là, quoi, qui t'attendent derrière. Donc, même si c'est dur, faut passer à autre chose. Exactement. Ouais. Et je peux dire un dernier chiffre que je trouve un peu fun. Vas-y, dis-moi. T'as quand même 65% des ruptures qui ont lieu pendant les vacances. J'ai vu ça aussi, ouais. Mais ça, c'est pas pendant les couples, pendant que le couple est en vacances ou pendant les vacances scolaires? Parce que je me dis, si c'est des couples mariés, tu vois, ça doit être un moment où il y a les enfants, les pattes, non? C'est les périodes de vacances, à mon avis, on le sent, hein. Là, le printemps qui arrive, on le sent, l'été qui va, qui pointe au bout de son nez, que là, soudainement, les grandes crises. Je te vois venir vouloir essayer de créer du conflit. Non, je vais rester. Mais non, mais c'est con, mais t'as beaucoup. Enfin, je pense que les périodes estivales, c'est agréable d'être célibataire aussi. Et je pense que c'est pour ça que t'as pas mal de cul l'été, quoi. Ouais. Plus que pendant l'hiver, même si Netflix and chill and sex, c'est sympa. Ouais. L'été, t'es on fire. Ouais, c'est bien, mais surtout, ça veut montrer que lorsque tu vois ton partenaire, ta partenaire entrer dans une démarche un peu de sabotage, un peu d'autodestruction, et tu regardes, ah tiens, les vacances arrivent, je pense que c'est un bon signe. Ouais. Autre chose, c'est aussi OK de ne pas vouloir faire de sexe pendant des mois, voire des années après une rupture. Je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle de ça, parce que l'abstinence, et aussi juste le fait de potentiellement vouloir faire du sexe, mais de ne pas y arriver, c'est complètement OK. Ouais, non, je pense que tu peux être anesthésié de fou, hein. Franchement, je pense qu'une rupture, c'est comme un deuil. Enfin, tu vis c'est un deuil, carrément. Un deuil. Ouais, tu vis la même souffrance que quand tu perds quelqu'un. Et je trouve ça vachement dur de rayer de ta vie quelqu'un avec qui t'es resté pendant 3 ans, potentiellement, avec qui t'as tout partagé. Et là, genre, ton binôme, tu vois, genre, ça y est, ciao, tu le hais. En plus, tu dois plus lui parler, tu dois le détester. Et je pense que t'as une période d'anesthésie totale. Et je pense que pour ressentir des choses aussi fortes sexuellement, t'en as qui vont consommer en masse. C'est un peu bête, mais on a toujours un peu ce schéma de se dire que les mecs, et je crois que c'est assez véridique dans les faits, enfin, j'ai aussi lu des sages, je les ai pas là, que les garçons ont beaucoup plus tendance, ou les mecs, à sortir très vite, à aller vachement s'anesthésier de manière assez rapide, et un peu prendre cher plus tard, et que parfois, mais c'est très schématique, et ça n'arrive pas du tout dans toutes les relations, et il faut pas être binaire comme ça, mais que les femmes, par moment, justement, vont mettre beaucoup plus de temps à l'intérioriser, à le vivre, donc en étant peut-être un peu plus sur la réserve, pour après pouvoir ressortir et consommer ou re-baiser. J'avais pas plus de mots. Un peu plus tardivement, quoi. Donc, du coup... mais je suis d'accord. Je pense que ça veut aussi dire que d'être consciente et de se détendre, en fait, sur le fait que c'est normal qu'il y ait plein d'émotions qui se créent pendant le sexe. Même si c'est juste un coup d'un soir, même si c'est la première fois que tu kennes avec un inconnu, une inconnue, t'en fous, t'en bats les steaks, tu vas jamais te souvenir de cette personne. C'est normal que ça fasse plein de choses et qu'il y a plein d'hormones qui se libèrent pendant le sexe. Donc, c'est tout à fait normal que tu te sentes ému, que ça te se rende vulnérable, que tu te sentes exposé. C'est complètement OK. Et j'ai, encore une fois, j'ai pas fait l'expérience, mais j'ai des amis très, très, très proches qui n'ont pas fait l'amour pendant plusieurs années et qui arrivaient plus, quoi. Et c'était très, très difficile. C'était l'idée de se remettre à nu, surtout quand ta relation a été potentiellement
traumatisante, où c'est vraiment mal fini, tu t'es senti rejeté, etc. Genre des meufs qui, ça fait 1 an qu'elles essaient de sauver leur couple et qui du coup vraiment essaient de faire des approches, essaient vraiment de raviver la flamme, tralala, ça marche pas, le mec te trompe, te quitte. Je veux dire, après coup, c'est quand même difficile de faire conscience et de recoucher avec n'importe qui, tu vois. Moi, ce que j'avais fait avec une pote à moi, c'était d'essayer de lui réassocier la notion de plaisir sexuel et de récompense, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'elle commençait à se sentir un tout petit peu érotisée ou excitée, parce que ça faisait des années qu'elle n'arrivait plus à faire d'amour, je lui ai dit de recommencer à réassocier avec des sensations chouettes, du genre manger un carreau de chocolat, du genre prendre un bain, du genre commencer à demander un massage, enfin réassocier petit à petit les expériences chouettes avec le sexe, jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à se toucher, jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à jouer avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à faire l'amour. Mais c'est un processus qui a pris des années. Wow. Et le truc, c'est que je pense pas qu'elle soit si spéciale que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du temps, avant de pouvoir à nouveau se mettre à nu, genre littéralement et au sens figuré, et pouvoir faire l'amour. Et d'autant plus que je trouve qu'on est dans une société ultra pressurisante au niveau du sexe et de la performativité, et que t'as l'impression que si tu baisses pas, ou si t'as pas de relation sexuelle, t'es pas, je sais pas, ça fait tellement partie d'un concept pas du cool, mais il faut avoir des aventures, raconter ces trucs. Et par moments, je pense qu'il y a aussi une sorte de complexe de certaines femmes et hommes, exactement, qui partent de la même intention, qui est oui, moi aussi, j'ai eu plein d'aventures, plein d'histoires, et qui assument pas par moment de pas avoir de désir pendant plusieurs semaines, voire mois, voire années. C'est énorme. Et en même temps, c'est totalement vrai, en se disant mais non, moi aussi j'ai plein d'histoires, alors que non, juste par moment, c'est une petite traversée du désert pour mieux voir le soleil derrière. Exactement, ouais. Belle métaphore, on aime bien. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on parle de la relation pansement. Parce que ça, c'est quand même un truc, le conseil de trouve-toi quelqu'un en attendant, pour te remettre d'une relation au passé. Alors, peut-être que ça va être clivant, mais je pense que c'est vraiment rarement une bonne idée. Franchement, je suis un peu négative Nancy. Là, je dis non à tout. Tu crois que t'arrives et que tu dis, tu te rends compte que t'es dans une relation pansement dès le début ? Parce que pour moi, t'es dans une relation et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elle est pansement parce qu'en fait, les sentiments viennent pas et que ça vient juste après une relation. Mais t'arrives pas en mode genre hello. Je pense qu'il y a quand même une intention. Je pense qu'il y a quand même une intention. Genre, je pense que lorsque tu sais que t'es incapable, t'es pas du tout prête à recommencer n'importe quelle relation, quel investissement émotionnel, t'as pas le temps, t'as juste pas envie, mais que tu vas quand même te trouver quelqu'un pour avoir de l'intimité et des câlins et t'as aussi envie de satisfaire tes besoins sexuels. Pour moi, ça c'est une relation pansement. Et tu pars avec l'intention de dire cette personne, je vais pas m'attacher parce que j'en suis pas capable, tu vois. T'as des nouveaux concepts, c'est le situationship. Ah ouais, putain, ça zinzin. Ou le bed sharing. Voilà. Et non, j'avais lu le hug sharing. Enfin, du coup, c'est vraiment juste pour avoir des câlins, mais rien de plus, juste passer un moment d'affection avec une personne. Mais c'est pas tes amis, ça? Non. Je sais pas, je pense que c'est pour des gens qui ont envie d'être avec des inconnus et de faire des câlins, mais c'est juste câlin. Et situationship, justement, c'est vraiment, on est d'accord de partir tous les deux sur ce sera tout comme les mêmes définitions qu'une relation, sauf qu'il n'y a pas... d'attente, tu veux dire? Non, de sentiment derrière. Mais du coup, c'est toute la même chose qu'une relation. Ah, c'est ça, une situationship? Ouais. Moi, je pensais que c'était qu'il n'y avait pas d'attente. On expose très clairement ses règles au début et qu'on n'est pas censé... Tu vois, je m'attends pas à ce que si tu fais ton anniversaire, à ce que je sois invitée. Je m'attends pas à ce que tu me présentes à X ou Y. Après, ça, j'ai l'impression que c'est être un trou du cul, en fait. Oh, la violence. Sans transition, quoi. Non, mais ça me saoule, en fait. Enfin, aussi, je pense qu'à Berlin, vu qu'on est quand même dans un système où c'est très rare qu'il y ait des engagements, non seulement monogames, mais en plus des engagements de relations, on va dire, sérieuses. Mais du coup, c'est plus l'espèce de voile qu'utilisent les fuckboys pour, en fait, juste ne pas avoir d'emmerde, quoi. C'est juste ne pas s'investir. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça quand même très violent quand tu découvres, peut-être j'ai été, la relation pansement, mais genre vraiment, t'as l'impression que c'est hyper méprisant. Genre, tu sais, quand tu dis, c'est mon pansement, quoi. Enfin, tu sais, genre, il y a un truc où t'es là, la violence d'assumer que la personne, en fait, te sert juste d'éponge à mal-être parce que t'as envie de passer à autre chose, mais qu'en gros, t'as pas envie d'être seule. Waouh! Ah ouais, moi, ça fait dur, trop mal au cœur. Faut pas dire, même si c'est vrai. Mais du coup, tu fais quoi? L'autre personne se fait des plans. Enfin, je pense qu'il faut le dire cash, mais à ce moment-là. Que deux relations pansement se mettent ensemble. Mais ça, c'est le pire. Alors ça, l'autodestruction, mais inimaginable. Hein. Enfin, oui et non. J'imagine qu'il y a peut-être 3 cas sur 20 où ça se passe bien, où les deux sont très clairs. J'ai juste besoin de câlins. Tous les deux, on est en train de se remettre de notre ex. Donc, essayons juste de voir jusqu'à ce que ça... Enfin, essayons en gros de se porter l'un l'autre, la tête hors de l'eau, jusqu'à ce qu'on se sente bien, soit pour être toute seule, soit pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, faire dans les faits, tip top.
en vrai, mes amis qui ont fait ça, c'était l'autodestruction minimale parce que les deux personnes se sentent trop mal, elles se triggerent l'une l'autre. Et elles sentent, ça n'a jamais été très très positif. Hein. Petite question, tu penses, pour toi, qu'est-ce qui est pire, c'est quitter ou être quitté? T'as 2 heures. J'ai 2 heures, dissertation. Écoute, je sais que c'est source de débat, mais je pense qu'être quitté, c'est quand même très 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 dur. Je dis pas se quitter, oui forcément tu portes la culpabilité, c'est très difficile aussi. C'est que tu vis quand même l'arrêt d'une relation, mais être quitté, c'est quand même un truc vraiment vraiment difficile, quoi. Moi, je vais être team inverse. Parce que je pense que sur le coup, ok, celui qui quitte, il a mûrement réfléchi sa décision. Mais en fait, quand t'es quitté, t'as pas le choix. Donc en fait, t'es obligé de t'en remettre à un moment ou un autre. Et moi, je trouve que la culpabilité que tu portes de « et si je l'avais pas quitté », enfin là, j'ai 2 relations proches autour de moi qui se sont fait quitter. Et pour eux, c'était le bout de leur vie parce qu'ils se projetaient à vie. Dans les 2 mois qui ont suivi, ils ont découvert une personne, mais de ouf, qui, excusez-moi, surpasse la précédente, mais de loin, sont ensemble depuis 2 ans et vivent leur best life, tandis que le quitteur ou la quitteuse est en PLS. Et en fait, du coup, cette personne est dans le doute de dire « et si je l'avais pas quitté ?» Et en plus, en fait, moi, avec mon ex, on s'est quitté peut-être 400 000 fois. Donc, en fait, j'avais plus de notion de quitter ou pas quitter, tellement c'était toxique, tu vois. Mais il y a un moment, moi, j'ai été contente quand j'ai plus eu le choix et je me suis dit « je suis obligée de passer à autre chose. J'ai pas le choix. » Alors que quand tu quittes, putain, t'as tellement envie de revenir, repartir. Et même tous les schémas de vie, tu peux faire des « et si » jusqu'à ta tombe. Ouais, c'est très fort ça, je suis d'accord avec toi. Et je pense que le sexe, justement, dépend pas mal aussi de cette posture-là. Est-ce que tu t'es fait quitter ou est-ce que c'est toi qui as quitté? Parce qu'on sait que parfois, quand tu quittes, c'est pour quelqu'un d'autre aussi. Et donc, parfois, Donc, tu penses que tu vas avoir plus tendance à vouloir faire du sexe après la rupture si tu t'es fait quitter, si t'as pas envie de lâcher prise, c'est ça? Non, je dirais que la personne qui quitte va sexer plus facilement parce que pour elle, elle est passée à autre chose. Pas avec l'ex, avec une autre personne, tu veux dire? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une position, la position genre adéquate ou optimale pour faire du sexe avec son ex? De toute façon, moi, c'est ma préf. Mais c'est le doggy style, comme ça tu sais pas qui est derrière toi et tu peux comme ça t'imaginer n'importe qui t'a pensé à ton fantasme. C'est qui ton fantasme ultime, mis à part ton tendre et cher? Est-ce qu'on passerait pas au cap et pas cap? Alors c'est la section où on écoute un audio Femtasy, enfin un extrait d'un audio, et on vous dit cap ou pas cap d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Donc, la section cap ou pas cap. Et d'ailleurs, j'ai sorti un mot. Vous avez saisi. C'est saisi, ça n'a pas de sens. Alors, cap ou pas cap, c'est la section où on écoute un audio Femtasy, un petit extrait. Et puis, on vous dira, est-ce qu'on est cap ou pas cap de le faire? Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que Femtasy, c'est 350 audios, du plus vanille au plus hardcore. Et si vous voulez recevoir un audio gratuit, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Alors, on écoute. On a une situation de sexe au bureau entre collègues. L'audio s'appelle « Ma collègue détestée ». Tu es arrogante et compétitive. Il est orgueilleux et jaloux. Bref, vous ne vous supportez pas. Mais ce soir, alors que vous êtes tous les deux au bureau à faire des heures sup, moi c'est cette partie-là qui met des frissons, faire des heures sup, votre animosité mutuelle va se transformer en quelque chose d'inattendu. Allez, on écoute. Oh là là. Et je te vois rougir d'indignation. Tu me réponds dans une colère froide qu'un mec de mon espèce ne t'arrive pas à la cheville, et qu'il faut une certaine audace pour me comparer à toi. Ah ouais? Moi je dis que tu mérites bien qu'on te descende de ton piédestal, et que tu pourrais même y prendre goût. Tu t'es rapproché de moi, ton visage est à quelques centimètres du mien. On est tous les deux pleins de rage contenue. Quelque chose d'étrange se produit. Je t'embrasse d'un coup, méchamment. Ah bah t'étais... Ah bah moi je suis partie là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, cap ou pas cap? Ah bah cap. Ah ouais, cette histoire d'amour-haine... c'est classique quand même. On sait que justement, dans le moment feu de l'action, est-ce que tu as besoin de te taper des checks le reste de la journée? Non. Et ensuite, je pense que tu as une tension sexuelle chez ces deux personnes. J'ai bien aimé la description qui était très CP. Il est méchant et colérique, elle est douce. Et après, t'entends l'audio où genre le mec est en... Mais ouais, à fond. Enfin, je pense que dans des moments, il y a des trucs d'alchimie et de tension sexuelle qui s'expliquent pas. Et parfois, c'est des gens que tu peux pas saquer dans la vraie vie, mais pourtant, tu sais pas pourquoi. Quand c'est au niveau physiologique et alchimique, il y a un truc de ouf qui se passe. Et voilà, quoi. Enfin, ça t'est jamais arrivé parfois de désirer quelqu'un où t'es là en mode non. Et en même temps, je ne suis jamais avouée, je pense. Je pense ouais. que ça devait peut-être être le cas, tu vois, au fond, mais j'avais envie de me la taper, tu vois, mais j'ai aucun moment, j'ai jamais vraiment...
Je suis trop orgueilleuse, en fait. Donc, je pense que si on se prend trop la tête, il y a aucun moment où je vais réussir à... Non, mais regarde, là, heure sup, viens dans mon bureau, tac, 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 t'arrives. Faire descendre mon piédestal, de ton piédestal. T'arrives au bureau, et puis là, tu frôles la petite main, et puis là, il y a une électricité qui se passe, et là... Enfin, là, c'est pas un frôlement de main. Là, c'est genre en mode, ils vont vraiment se mettre des tartes, et puis à un moment donné, il y a un truc qui se passe. J'ai pas eu toute la suite. Bah, du coup, c'est un audio, au bureau, avec, entre collègues. Moi, je dirais cap pour ce côté-là, pour ce côté, heure sup au travail, payé. Voilà, sur le bureau. En plus, là, c'est un truc, il y a une relation un peu de domination dans l'audio qui est plutôt cool. Après, effectivement, cette histoire amour-haine, franchement, je trouve ça super sexy. Mais dans les faits, je pense que j'aurais du mal à être vraiment vénère contre quelqu'un et en même temps faire du sexe. Ça, je pense que j'aurais du mal. Enfin, quand je me prends la tête avec mon mec, j'ai pas du tout envie de ken. Moi, classique shit, j'aime bien. Enfin, justement, quand il y a une bonne tension, une bonne engueulade, que t'es bien chauffé et que justement, et tout d'un coup, ça vrille d'énergie. En fait, ça devient en mode justement baise un peu sauvage post-engueulade, la classique, quoi. Ouais, mais je trouve ça super sexy dans les films, ça fait fantasmer de ouf. Dans les audios, typiquement, ça marche très bien. Mais dans la réalité, est-ce que je serais prête à le faire ? Je pense qu'une partie de moi aimerait bien, mais je suis pas sûre de pouvoir passer à la réalisation. Alors, nous avons une petite question de la communauté. Ouais. Alors, une auditrice nous a écrit. Elle nous dit, attention, je crois que c'est un garçon. Oui. En l'occurrence, c'est un garçon. Donc, nous avons une question de la communauté. C'est un auditeur qui nous dit, j'ai des nudes, donc des photos nues, de mon ex dans mon portable et je continue de me masturber avec alors que j'ai une nouvelle meuf. Est-ce que je dois lui dire ? Délicat. Moi, je dis non. Je dirais plusieurs choses. La première chose, non, ne lui dis clairement pas. Enfin, c'est quoi cette histoire ? 2, par contre, pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que tu te masturbes tout le temps sur ces images ? Masturbes encore sur les photos de ton ex, il y a peut-être quelque chose à régler. Après, je peux comprendre que ce soit quelqu'un qui, c'est peut-être la facilité, c'est peut-être un truc qui t'excite, donc tu y vas parce que c'est facile, tu sais que ça va marcher. Si effectivement tu attaches, j'espère que la personne, l'image que tu vois, tu l'associes quand même à une personne, à un individu, à une femme qui a du coup autre chose que d'être juste qu'une image. Et à ce moment-là, si effectivement cette personne-là t'excite, je pense que tu as des choses à régler avec ton ex. Et je pense que du coup, tu dois de l'honnêteté à ta personne actuelle, mais pas forcément. Je pense que ça sert à rien de lui dire je me masturbe sur les photos de mon ex. Je pense que c'est potentiellement, j'ai encore peut-être des sentiments à gérer avec mon ex où il se passe peut-être quelque chose. Peut-être ouvrir la conversation, mais je pense que juste de but en blanc, juste dire je me masturbe sur les images les photos de mon ex, c'est d'une violence. Laisse tomber, quoi. Ah non, bah oui, là clairement, je peux être que de ton avis, quoi. Enfin, même si c'est très honnête de vouloir dire la vérité, vraiment toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et là, je pense que c'est vraiment un no-go. Enfin, c'est comme d'aller dire, j'ai sextoté. Enfin, c'est pas possible. Et je pense pas qu'elle le prendra super bien en mode c'est vrai. Et puis ça s'est bien passé. Du coup, t'as kiffé. Enfin, clairement pas. Et oui, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui est pas forcément réglé avec son ex. Après, est-ce que parce que tu te sépares toute l'énergie ou tout le désir que t'as eu là pour la personne disparaît. Il y a des couples qui se séparent alors qu'ils ont encore une attirance qui est folle, mais parce qu'ils savent qu'ils sont super toxiques l'un pour l'autre et que du coup, ils sont en train de se détruire. Donc, c'est un peu dur, tu vois, de mettre tout. Mais après, vu que t'es avec une nouvelle personne avec qui t'essaies de développer une vie sexuelle épanouie, je suis pas sûre qu'en battant les photos de ton ex... Non, je pense que c'est pas une super bonne idée de le dire, ni de te branler dessus, en fait, quoi. Ouais, je pense que c'est pas ça dans tous les cas. Et puis juste, je trouve que la formulation, moi je suis un peu dur avec toi, désolée, mais de se dire, est-ce que je dois lui dire, c'est un peu décharger le problème sans toi te poser de questions et te remettre en question. Donc, faut vraiment essayer plus de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe de ton côté, et balance juste pas le truc à ta meuf en lui disant, tiens, un cadeau, voilà un truc qui va te faire bien mal au cœur et un peu détruire ton estime, et puis tu te débrouilles. Donc moi je dirais, non, tu le dis pas, et t'essaies de comprendre ce qui se passe avec ton ex, et c'est dangereux, dangereux. Garder des nudes de ton ex sur ton portable. Si elle est curieuse. Supprimer ton... Non, je rigole. Non, mais bon, on a une vie passée. Je veux dire, moi je me vois pas effacer toutes les photos. T'as des nudes. J'ai pas tout mon feed. Je les regarde plus parce que ça fait partie de mon feed passé. Mais j'ai pas été aller chercher toutes mes photos de nudes de mes relations passées pour les effacer. Donc c'est dans ton appareil, c'est dans ta galerie de photos sur ton portable.
de mon ancien téléphone, parce que j'ai changé. Parce que chaque nouvelle relation, un téléphone. Sauvé par le gong. C'était Débauché, présenté par Femtasy. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous mettez des likes, vous envoyez cet épisode, à une pote pour en faire plein de débauchés. Et si vous voulez recevoir votre audio Femtasy gratuit, vous inscrivez à notre newsletter. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Débauche. Ciao, ciao. Ciao.